Une révolution est en marche. Les chercheurs de la Silicon Valley s'invitent dans nos assiettes. Ils promettent de fabriquer, dans leurs éprouvettes, des protéines pour nourrir toute la planète. Les biotechnologies à l'assaut de notre alimentation, pour le meilleur ou pour le pire. L'Organisation des Nations Unies évalue à 9 milliards le nombre d'humains en 2050. Autant de bouches à nourrir. Des humains qui voudront de la viande, de plus en plus de viande. La consommation de protéines est à l'ordre du jour mondial pour plusieurs raisons. Dans les pays qui s'enrichissent, la Chine, l'Asie de l'Est et du Sud, on assiste à une tendance à consommer plus de produits d'origine animale. Et l'on commence à craindre, parmi les dirigeants du monde, que l'offre en protéines ne devienne globalement insuffisante et que la dégradation de l'environnement causée par tous ces animaux ne tourne à la catastrophe. Car tout dans l'élevage, des rejets de gaz à effet de serre aux destructions de forêts tropicales pour planter le soja qui nourrira les bêtes, tout est source de problèmes. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf. Une vache mange entre 40 et 75 kilos de nourriture par jour. L'animal lui-même rejette des gaz à effet de serre. Incontestablement, le bilan environnemental de notre système d'élevage intensif est déplorable. De l'avis de tous, il semble impossible de l'étendre encore davantage. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent manger de la viande. Et on sait très bien que la capacité productive des élevages de la planète, il n'arrivera plus. Ce qu'on a observé, c'est que l'animal est une machine à protéines. Et en tant qu'usine à protéines, l'animal n'est pas très efficace, dans la mesure où ça prend beaucoup de temps de faire grandir cet animal. Il faut le nourrir et l'abreuver pendant beaucoup de temps, et ensuite le tuer, et nous allons le consommer. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les avancées biotechnologiques qui ont été faites dans la médecine et on les applique à produire des protéines animales pour la consommation, pour remplacer les animaux eux-mêmes? Produire des protéines directement sans passer par l'étape de l'animal. Voilà le rêve un peu fou des chercheurs californiens de la Silicon Valley. Les biotechnologies à la rescousse d'un système d'élevage qui aurait fait son temps. Des incubateurs d'entreprises comme IndieBio consacrent une partie importante de leurs investissements à l'alimentation. Il s'agit de créer en laboratoire des protéines aussi nutritives et goûteuses que celles issues d'animaux. IndieBio est un laboratoire pour de jeunes entreprises. Nous développons beaucoup d'idées et nous les testons. Il s'avère que la nourriture est l'un des domaines où la biotechnologie apporte une vraie valeur ajoutée. Elle peut régler nombre de problèmes. En fait, la biotechnologie est une technologie qui peut transformer les éléments du vivant, dont nous faisons partie. Une jeune génération de chercheurs tente de relever le défi pour devenir, pourquoi pas, les success stories de demain. Des produits issus de cette recherche sont déjà implantés dans les rayons de supermarchés californiens, comme la mayonnaise sans œufs ou la viande reconstituée à partir de protéines végétales. En Californie, les consommateurs ont déjà accepté ces produits.
Un encouragement indispensable pour les biotech engagées dans la mutation de notre alimentation. Est-ce que la biotechnologie va sauver la planète? À cela, je réponds toujours que ce sont les gens qui doivent sauver la planète. La conscience du public joue un rôle crucial dans ce domaine. Ce qui me plaît dans ce que nous faisons ici, c'est que nous savons qu'on ne règle pas un problème avec une seule idée. Nous sommes contents de voir plein de gens essayer plein de choses différentes. Nous sommes des rêveurs, des optimistes, et nous croyons vraiment à la possibilité d'améliorer radicalement notre façon de manger. Les dernières innovations les plus prometteuses sont déjà dans les tuyaux. À commencer par le blanc d'œuf de Clara Foods, une source de protéines produite sans avoir besoin d'aucune poule. Le blanc d'œuf est un ingrédient utilisé en grande quantité dans les produits transformés tels que les pâtes, la mayonnaise ou encore les pâtisseries. Aujourd'hui, la place des œufs dans le système alimentaire humain est très importante. En Amérique, en Europe et dans beaucoup d'autres pays développés, les gens peuvent manger jusqu'à un œuf par jour. Nous sommes tellement habitués à avoir accès à cette source de protéines. Nous en consommons depuis des millénaires. À l'heure actuelle, il se consomme plus de 1000 milliards d'œufs par an dans le monde. Malheureusement, les œufs sont aussi une des sources de protéines les moins durables. Il faut plus de 2000 litres d'eau pour produire une douzaine d'œufs. Nous sommes basés en Californie, où nous avons récemment une sécheresse historique. Et nous prenons conscience que nos ressources ne sont pas inépuisables. Nous ne pouvons plus produire et consommer sans penser aux conséquences de nos choix. Nous constatons l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, le coût en eau de ces aliments. Et nous savons qu'il y a à notre disposition une technologie permettant de transformer complètement notre système alimentaire. Ce que nous voulons faire, c'est éliminer les pires formes de production, l'élevage industriel, les animaux en cage. C'est là, je pense, que nous pouvons avoir le plus d'impact. Avec notre technique, le risque de salmonelle est complètement éliminé. Nous utilisons une technologie qui existe depuis des décennies, le processus de brassage. Comme les brasseurs qui utilisent la levure pour convertir le sucre en alcool pour faire de la bière, notre levure est conçue pour convertir le même sucre en protéines. Clara Foods prétend que son blanc d'œuf est plus stable, son omelette plus riche en protéines, plus saine et plus écologique. Sa production est indépendante des aléas économiques des marchés agricoles. L'entreprise revendique des meringues et des macarons légers et moelleux. Nous faisons en sorte que les consommateurs comprennent la différence. Ceci n'est pas un blanc d'œuf comme les autres, car il est produit en utilisant 80% de moins d'eau. Après la poule, les biotechniciens de la Silicon Valley ont décidé de s'attaquer à un autre animal dont la pêche intensive au filet a un coût environnemental colossal, la crevette. Si vous voulez avoir un impact sur les ressources maritimes, alors il faut agir sur la consommation de la crevette, le fruit de mer le plus consommé aux États-Unis, et sans doute dans le monde entier. En Amérique du Nord, 590 millions de kilos de crevettes sont consommés chaque année. La crevette est célébrée dans tellement de cultures et de cuisines et je pense qu'elle offre un accès facile à un produit hautement nutritif si elle provient d'une source propre. Elle a une haute teneur en protéines et elle est faible en gras. Elle fournit beaucoup d'autres minéraux et d'autres nutriments pour le consommateur. L'élevage et la pêche de crevettes ont tous deux d'énormes répercussions sur l'environnement. L'élevage de la crevette fait grand usage de produits chimiques et d'antibiotiques. Et souvent, pour 1 kilo de crevettes pêchées, vous allez avoir entre 8 et 15 kilos d'autres poissons qui meurent.
Les bateaux qui pêchent la crevette abîment le fond des mers et détruisent la faune sous-marine. Un désastre écologique que la start-up New Wave Foods a l'ambition de stopper en recréant de toutes pièces une crevette fabriquée in vitro à base d'algues. Notre démarche implique de bien comprendre à la fois les ingrédients avec lesquels nous travaillons et la crevette à un niveau moléculaire. Le but est d'arriver à traduire des composantes comme l'élasticité ou la viscosité en identifiant les molécules qui nous donnent ces textures, puis en cherchant un équivalent dans les algues et autres ingrédients végétaux. Avec l'aide de la science des matériaux et de la technologie de la texture, nous recréons alors une structure très proche de celle de la crevette. Décortiquer la crevette pour mieux la reconstruire. Les effets négatifs de la pêche intensive en moins. Quitte à faire quelques compromis sur sa forme initiale. Toutes ces startups qui veulent changer le monde surfent sur une conscience citoyenne grandissante. On voit apparaître une toute nouvelle catégorie de nourriture. Les choses changent. Les gens sont prêts et enthousiastes pour ces aliments. Et déjà, ils voient des changements dans nos supermarchés, de nouvelles allées entièrement dédiées à cet avenir de la nourriture. Et puis, il y a les chefs qui réagissent vraiment bien. Les menus sont en train d'évoluer. Vous savez, les gens aiment la terre où nous vivons. Ils comprennent que c'est notre maison commune et ils veulent la préserver pour les générations futures, qui méritent autant que nous de vivre sur une belle planète. Et je pense que nous pouvons y arriver en changeant nos systèmes alimentaires. Et c'est ce qui se passe maintenant. Pour sauver la planète, le consommateur serait partant pour changer ses habitudes. Mais a-t-il vraiment compris ce qu'on veut lui vendre ? Les biotech proposent une vision technique de la nourriture aux antipodes d'une culture alimentaire ancestrale. D'une façon générale, notre société, il y a toute une culture qui est en faveur des progrès technologiques et des progrès scientifiques. Cependant, quand on touche à l'alimentation, on touche à quelque chose de très précis, parce qu'on touche à la vie. Avoir un progrès technologique sur sa voiture, son avion, son smartphone, c'est une chose. Avoir un progrès technologique sur quelque chose que l'on met dans notre corps, la problématique est complètement différente. Le rapport à l'alimentation est quand même extrêmement spécial. Donc je ne suis pas sûr que l'ensemble des consommateurs de la planète va accepter des progrès technologiques dont l'innocuité pour la santé n'aura pas été démontrée. Les startups créées autour du blanc d'œuf artificiel et de la crevette de synthèse sont financées par un puissant fonds d'investissement dans les nouvelles technologies. Les investisseurs ont flairé le business. Sous couvert de sauver la planète, ils convoitent le marché de l'alimentaire de demain. Derrière les inventions de la technofood se trouvent les grands gourous de la nouvelle économie. Bill Gates, ou encore Evan Williams, le père de Twitter, ou encore Sergey Brin, cofondateur de Google. Le montant des investissements dans les biotech liés à l'alimentation a atteint en 2015 la somme de 4,3 milliards d'euros. Les gens de la Silicon Valley souhaitent investir dans la nourriture parce qu'il y a là un potentiel énorme. Mais c'est aussi un marché très difficile. Notre stratégie consiste donc à rechercher des marchés de très grande envergure, de l'ordre du milliard de personnes ou plus, des gens dont la vie va se trouver radicalement changée par cette approche technologique de la biologie. Tout peut aller si vite en biologie de nos jours, comme avec une start-up. Notre technologie nous permet de créer un produit de qualité supérieure sans négliger le goût ni l'aspect nutritionnel. Pour moi, la question la plus importante est celle de l'efficacité. Et je regarde cela d'un point de vue économique. Comment être plus efficace ? En produisant de la nourriture avec de la biologie plutôt qu'avec les animaux, en changeant la manière de faire, nous pouvons nous ouvrir de fabuleux marchés. La notion d'innovation est curieuse, car c'est devenu comme un mot magique qui fait surgir solution,
opportunités commerciales, etc. Mais certainement, l'innovation technologique, les solutions innovantes proposées par la Silicon Valley sont très axées sur la commercialisation d'une nouvelle idée, c'est-à-dire la rendre vendable dans le monde et pas simplement la rendre faisable. Donc, en réponse à la question « L'innovation est-elle la solution pour répondre aux besoins alimentaires humains ?» Oui. Mais si c'est uniquement avec des objectifs commerciaux, alors cela contribuera à aggraver les problèmes liés à ces besoins alimentaires. Un bon plan marketing est donc indispensable pour faire avaler la pilule au consommateur. On vit aujourd'hui dans une société de communication. Les consommateurs citoyens zappent un petit peu l'information. Ils ont besoin de messages très courts, très clairs, qu'ils comprennent tout de suite. La stratégie de communication joue un tout petit peu sur la peur que peut éprouver l'humanité à ne pas satisfaire ses besoins en termes nutritionnels. Et ça marche extrêmement bien. Dans un monde marqué par la course à la protéine sans animal, le nerf de la guerre, c'est la viande. La viande fait partie de l'alimentation humaine depuis la nuit des temps. Elle est profondément ancrée dans la culture de l'humanité. 95% des êtres humains consomment tout type de viande. On peut expliquer le goût de l'homme pour la viande par différentes raisons qui sont d'ordre nutritionnel, d'ordre psychologique, historique, culturel. On a décelé les premiers consommateurs de viande il y a à peu près 1,5 million d'années. Donc finalement, la viande fait partie de l'alimentation humaine depuis toujours. C'est un symbole pour l'homme. C'est un symbole de richesse, c'est un symbole de supériorité, c'est un symbole de force. Et quand les gens deviennent plus riches, ils consomment plus de viande. Ça ne va qu'aller en augmentant. En Inde, il y a un gros mouvement pour commencer à consommer de la viande parce qu'on associe la consommation de la viande avec le succès, avec la richesse, avec l'accession à la classe moyenne. Les méthodes de production industrielle de viande ont atteint leurs limites. Comment faire pour produire plus de viande sans polluer encore davantage ? Nous devons trouver une vraie alternative, car nous ne pouvons pas produire la quantité de viande dont nous aurons besoin en 2050. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce besoin augmentera de 70% dans les 35 prochaines années. Et il n'y a tout simplement pas assez de terre et pas assez d'eau pour produire toute cette viande. Mark Post est le père de la viande in vitro. Dans son laboratoire de l'Université de Maastricht, au sud des Pays-Bas, ce pionnier a poursuivi son rêve pendant 6 ans. Fabriquer de la viande en se passant des animaux. Les animaux que nous mangeons sont très inefficaces pour convertir les végétaux en protéines animales. Pour chaque kilo de bœuf que vous mangez, il faut donner 20 kilos de nourriture à l'animal. C'est un système très inefficace qui nous fait perdre beaucoup de ressources. Pour élaborer la recette de la viande in vitro, Mark Post a utilisé des cellules de vraies vaches qu'il a cultivées en laboratoire. Une mise au point laborieuse, financée, devinez, par Sergey Brin, le cofondateur de Google.
La viande, c'est du tissu musculaire additionné de graisse. C'est ce que nous essayons de reproduire. Pas un substitut, mais le même tissu. Les cellules musculaires forment ce tissu d'elles-mêmes et on voit peu à peu apparaître des fibres de muscles minces et longues. Vous rassemblez ces fibres en une boulette, ça vous donne en gros un hamburger. C'est un investissement à haut risque et à long terme, mais qui doit être fait pour des raisons de sécurité alimentaire, d'environnement et pour le bien des animaux. Tout le monde ici retient son souffle et meurt d'envie de voir ce qui se cache sous cette cloche. Pouvez-vous nous faire l'honneur de la soulever et dévoiler votre création? En juillet 2013 à Londres, Mark Post présente au monde entier sa création, son tout premier hamburger fabriqué en laboratoire, d'une valeur de 250 000 €. Ce hamburger a été produit en 3 mois environ, plus rapide qu'avec une vache. Nous avons voulu faire une démonstration de faisabilité, montrer que ce n'est pas un fantasme, que cela peut être fait. Les gens ont réagi d'une manière généralement positive. Ils voient les avantages de cette technologie. C'est une chose étrange, c'est inconnu, on ne sait pas si c'est sûr, ce genre de choses. Donc il y a toutes sortes de questions. Quel est le goût? Je m'attendais à une texture plus molle en bouche. Il y a une certaine saveur et je sais qu'il n'y a pas de gras. Donc je ne savais pas vraiment à quel point cela serait juteux. Mais il y a un goût assez intense. C'est proche de la viande, mais c'est moins juteux. Devrons-nous apprendre à aimer cette nouvelle saveur et à l'identifier comme le nouveau goût de la viande? La sensation de goût est, selon moi, un événement qui associe de nombreux éléments, facteurs et moments différents. Le goût intervient non seulement dans la bouche, évidemment, mais dans de nombreuses parties du corps. Et il intervient avant même que la nourriture ne soit présente dans la pièce. Le goût n'est pas seulement un sens, mais plusieurs sens. Le goût n'est pas un seul moment, mais plusieurs moments. Il est tout ce que nous avons appris sur la nourriture à travers nos histoires, et il est tout ce que nous imaginons dans le futur. Et donc, si la viande produite en cuve a un avenir, ce sera parce que nous aurons nourri nos enfants avec elle dès le départ. Ils grandiront en pensant que c'est ce qui est normal. Dans cet avenir, Google nous proposera alors une viande artificielle comparable en goût et en aspect à la viande naturelle que nous connaissons. Reste à savoir si elle nous mettra l'eau à la bouche. Nous mangeons beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles, dont nous ignorons le contenu. Nous mangeons des hot dogs. Et quand vous demandez aux gens s'ils veulent savoir ce qu'il y a dedans, ils répondent généralement non. Nous sommes parfaitement capables de manger des produits, des choses, de la nourriture dont nous ne savons rien, ni comment ils ont été fabriqués. Après tout, quelle différence, si ce n'est que la viande in vitro a été fabriquée en dehors du corps de la vache? En particulier, quelle est la qualité nutritionnelle de cette viande? Avec des cultures de cellules, on ne fabrique que les fibres musculaires qui constituent l'essentiel du tissu musculaire, mais on a du mal à reconstituer le tissu musculaire dans sa complexité avec les nerfs, les vaisseaux sanguins, les cellules de matière grasse et une trame conjonctive organisée. Donc au mieux, les promoteurs de la viande artificielle fabriquent un amas de fibres musculaires ou de cellules musculaires, mais certainement pas un muscle complexe et encore moins de la viande. Certains chercheurs, critiques face à la perspective de la viande in vitro, posent la question du coût écologique de sa production. C'est très difficile d'évaluer l'impact carbone de la production de viande artificielle parce que cette production, aujourd'hui, n'existe pas. Donc il y a des études théoriques qui font des calculs, des modèles pour évaluer effectivement la production de gaz à effet de serre associée à la production de viande artificielle.
Un rapport financé par le gouvernement hollandais a calculé que si l'on remplaçait les élevages d'animaux, la production de leur nourriture et leur abattage par des bioréacteurs cultivant des cellules de muscles et fonctionnant nuit et jour, on ferait alors une grosse économie d'énergie. Des chiffres qui ne font pas l'unanimité dans le milieu scientifique. Je ne pense pas que la viande synthétique, ce soit une option viable à l'heure actuelle. Il me semble que c'est un peu tôt. Pour l'instant, j'entends beaucoup de discours exagérés, un peu dithyrambiques, souvent sur le mode de la promesse ou de la prophétie qui va bientôt se réaliser. Ce que j'en ai vu n'est pas à la hauteur de ces discours-là pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à le faire un jour. Toute tentative de produire de la viande in vitro à grande échelle, comme promis par ceux qui la défendent, est actuellement vouée à l'échec. Le problème est que si vous créez des conditions qui sont vraiment bonnes pour que la vie se développe, ce n'est pas seulement la forme de vie avec laquelle vous travaillez qui va se développer, mais tout plein d'autres choses. En agriculture, nous appelons cela la mauvaise herbe et les parasites. En cherchant à implémenter ces solutions technologiques, on va s'apercevoir que là aussi, il faut se battre contre la mauvaise herbe et les parasites. Et que pour cultiver des cellules en laboratoire, il faut beaucoup d'antibiotiques. Parce que ces cellules n'ont pas de système immunitaire et qu'à la moindre contamination, les bactéries infiltrées dans le système prendront le dessus. Les cellules ne pourront pas se défendre. Et donc, il vous faudra fournir les conditions pour qu'elles puissent le faire. Soit en dépensant des fortunes pour rendre le tout stérile, soit en y injectant beaucoup d'antibiotiques. L'autre problème, ce sont les nutriments nécessaires pour permettre aux cellules de se développer. Pour le moment, on utilise encore du sérum de veau fœtal, du plasma sanguin pris sur des embryons de veau. Pour démarrer une culture de cellules musculaires en laboratoire, il faut un milieu nutritif avec 20% d'embryons de veau. Ce qui veut dire que pour cultiver une toute petite quantité de viande, nous utilisons plus d'animaux morts que si on avait prélevé cette viande directement sur l'animal. Le process de fabrication de la viande de synthèse pose de nombreuses questions. Que posera sans aucun doute le futur consommateur ? Est-ce que la viande artificielle peut être acceptée par le consommateur? Ça dépend comment on va la présenter. On peut considérer qu'on arrivera avec les progrès technologiques, avec des procédures de tromperie d'essence, à quelque chose qui peut ressembler pour le consommateur à de la viande naturelle. La question est aussi, qu'est-ce que ça signifie de manger de la viande artificielle? Qu'est-ce que ça signifie pour un humain de manger une viande qui a été totalement artificiellement produite, sans avoir été auparavant un animal? Et se demander si on n'est pas en train de se mettre dans les griffes de multinationales, dans les griffes de marketing plus ou moins faciles à gérer, sous prétexte de ne pas manger d'animal. S'il y a un jour une production de viande artificielle, elle sera aux mains de grandes entreprises multinationales. Simplement parce qu'il faut beaucoup de capitaux pour produire des incubateurs géants, ça renvoie à un système économique basé sur ces grandes entreprises, avec les inconvénients que cela suppose. La domination de grandes entreprises internationales, issues des pays du Nord, des pays d'Amérique du Nord ou d'Europe, qui domineront les pays pauvres, africains ou asiatiques. Un avenir où les pays pauvres sont nourris à la viande artificielle, brevetée par des multinationales toutes puissantes, est-il une solution satisfaisante ? Certains observateurs s'en inquiètent pour éviter la mainmise des grands groupes industriels sur le monde. D'un point de vue juridique et éthique, il est fondamental qu'on garde des mouvements open source ou libres dans tous ces devenirs-là de notre alimentation et de notre culture en général. Ça vaut, à mon avis, pour tous les aspects culturels. C'est le seul contrepoids, le seul contre-pouvoir qu'on a bien vu naître dans les 30 ou 40 dernières années aux appétits industriels démesurés,
au nouveau goinfre de la planète. Et là, je ne parle pas d'alimentation. Imaginons ce monde, soucieux de limiter la pollution de la planète. Les hommes fabriquent de la viande de synthèse dans des usines qui n'utilisent qu'1% des terres agricoles. Dans ce monde, l'élevage a été éliminé. Supprimer l'élevage poserait énormément de problèmes, à la fois pour l'homme et pour les animaux et pour l'environnement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent de l'élevage. On parle d'1 milliard d'individus. Si on supprimait l'élevage, ce milliard d'individus se retrouverait sans ressources économiques, avec moins de protéines à manger. Qu'est-ce que deviendrait cette population? Que deviendraient tous ces bovins domestiqués, tous ces moutons, tous ces lapins qui ne peuvent vivre qu'avec l'homme? On parle beaucoup aussi de la contribution de l'élevage à la dégradation de l'environnement. Mais l'élevage a aussi des effets bénéfiques sur l'environnement. Quand vous avez des bovins, des moutons, des herbivores qui pâturent, ils entretiennent le paysage. Le fait d'avoir des élevages en milieu rural, ça entretient aussi un tissu économique rural. La viande de synthèse est-elle la seule solution au problème de la demande croissante de viande? Peut-on interdire aux pays émergents de manger de la viande sous prétexte que ce modèle est remis en cause? Il est probablement difficile de faire machine arrière. Le problème, c'est qu'on cherche à exporter l'idée de la surconsommation de viande dans les pays en développement. Vous savez, quand Mark Post parle des marchés en croissance en Chine et en Inde, il nous parle aussi d'impérialisme culturel. Car ce qu'il suggère, c'est d'essayer de forcer les gens qui ne mangent habituellement pas de tissu animal à en manger, comme si c'était la solution. On observe depuis déjà pas mal de temps que les comportements d'alimentation dans leurs aspects culturels s'uniformisent. Si ça continue sur ce mode-là, il y aura bientôt plus qu'une alimentation industrielle qui se ressemblera, qu'on soit à Istanbul, à Port-au-Prince, pourquoi pas même à Shanghai. Les gens sont prêts à manger un hamburger à peu près partout sur la planète à l'heure actuelle, parce qu'en mangeant un hamburger, ils ne mangent pas juste un hamburger. Ils s'expriment aussi comme citoyens du monde, comme des citoyens globalisés d'une culture qui paraît attrayante, surtout quand elle est vue de loin. Et qu'on ne regarde pas trop ce qu'il y a dans la viande non plus. On y ajoute quelques frites assaisonnées. Et voilà, un hamburger fumant avec ses frites. En voyageant dans le monde, dans beaucoup de grandes villes, vous verrez le même genre d'immeubles, les mêmes genres de vêtements. Mais pour la nourriture, non. Là, ça reste très différent. Je crois qu'il est absolument essentiel et passionnant de préserver ces différences et que les gens réfléchissent à ce qu'ils veulent garder de leur culture et de leurs systèmes alimentaires régionaux, afin de ne pas renoncer à ce qui nous rassemble, cette expérience partagée de la diversité à travers le monde. Viande classique ou viande in vitro? Il existe une troisième voie, un changement radical de nos habitudes alimentaires porté par les défenseurs de la cause animale, le régime végétalien qui bannit tout produit issu de l'élevage. Suivant une étude basée sur les données du département de l'agriculture américain, les végétaliens émettent 2 fois moins de CO2 que les carnivores.
Aujourd'hui, l'industrie de la viande s'est basée sur des mises à mort précoces des animaux pour l'intérêt de l'industrie agroalimentaire. Ça répond à des objectifs de profit. Dans les abattoirs, notamment quand on voit les images, tout le monde est horrifié par les images, y compris les bouchers. C'est quelque chose qu'on juge complètement inacceptable. J'espère que la prise en compte de la souffrance animale va faire changer nos comportements alimentaires. Les animaux, qu'on les laisse en paix. En quoi? En quoi? C'est une très vieille histoire. Les philosophes du XVIIe siècle pensaient que les animaux n'avaient pas de sentiments. Et une des fameuses expériences, c'est justement, ils ne sont pas capables de ressentir la souffrance. Maintenant, on sait bien plus que ça. On sait qu'en effet, nos manières d'abattre un animal créent une souffrance qui va se ressentir dans la qualité de sa viande. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de manger de la viande, mais je pense qu'il y a des manières de faire. Et ce que je souhaite que l'élevage industriel et l'abattage industriel dans les conditions horribles qu'on connaît trop souvent, ce sera un jour. Et je pense que s'il y a des pressions du point de vue des consommateurs, ça ira plus rapidement pour que ces pratiques horribles arrêtent un jour. Mais peut-on vraiment arrêter de consommer des produits d'origine animale? L'homme n'est-il pas fondamentalement omnivore? Les avis divergent sur la question des carences nutritionnelles. Il y a aujourd'hui beaucoup d'organismes qui regroupent de nombreux professionnels de santé qui ont conclu que les régimes végétariens, y compris le végétalisme, sont bons pour la santé. Quelque part, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas se passer de produits d'origine animale. Beaucoup de collègues nutritionnistes nous disent que c'est plus difficile d'équilibrer notre alimentation sans produits animaux et que de ce fait, les populations à risque sur le plan nutritionnel, c'est-à-dire les enfants qui sont en croissance, les femmes enceintes ou les personnes âgées, auront plus de risques d'avoir des déficits nutritionnels s'ils ne mangent pas de produits animaux. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre la qualité des protéines végétales et la qualité des protéines animales. Autrement dit, une protéine végétale, ce n'est pas égal à une protéine animale. Pourquoi? Parce qu'une protéine animale a un équilibre en acides aminés qui correspond davantage aux besoins de l'homme. Pour les protéines, une protéine, c'est une protéine, qu'elle soit d'origine animale ou d'origine végétale. Le tout, c'est d'avoir l'ensemble des acides aminés essentiels, il y en a 9, et on les retrouve aussi bien dans les végétaux que dans les produits animaux. La seule vitamine à laquelle il faut être un petit peu vigilant, c'est la vitamine B12, qui effectivement aujourd'hui est uniquement dans les produits animaux et qu'on peut prendre sous forme de complément quand on est végétalien. Pour répondre à la tendance végétalienne, la Silicon Valley s'est empressée de plancher avec opportunisme sur un nouveau produit miracle. La start-up WillowCup a mis au point un lait végétal à partir d'amandes, de noix de cajou, de pommes de terre, de pois chiches et d'autres plantes. Le produit se décline en lait mousseux et en crème glacée, garantie sans intervention d'aucune vache. WillowCup développe une mousse de lait végétalien. L'entreprise a appris à faire des produits laitiers, des crèmes fouettées à partir de protéines végétales. C'est donc complètement végétalien. Il n'y a pas d'animal mis à contribution. De plus, lorsque vous sortez du magasin avec votre gobelet et que vous marchez dans la rue, habituellement la mousse de votre latte retombe très vite. Et là, elle reste mousseuse pendant presque 1 heure, qu'il fasse froid ou chaud, peu importe. Lait sans vache, mayonnaise sans œufs, blanc d'œuf sans poule, crevettes sans crevettes, viande sans bœuf, le remplacement des protéines animales par les solutions biotechnologiques paraît inéluctable.
Et sous l'impulsion de ces milliardaires des nouvelles technologies, ces produits pourraient devenir planétaires. La Silicon Valley serait alors le maître d'œuvre du monde alimentaire de demain. Ce que l'on constate avec tous ces gens de San Francisco, c'est qu'ils parlent de solutions biologiques, qui sont des impossibilités biologiques. Mais toutes ces belles histoires sont extrêmement séduisantes. Il y a tellement d'argent et si peu de vérifications préalables, car les investisseurs ne comprennent rien au système biologique. Et cette bulle amusante est maintenant en train de grossir. Il faut être ouvert aux nouvelles choses et prendre la peine de les essayer. Ainsi, nous verrons ce qui marche et nous finirons par trouver ce dont nous avons besoin pour assurer aux consommateurs du XXIe siècle la sécurité alimentaire et une nourriture délicieuse par-dessus le marché. Je pense que les biotechnologies sont incontournables pour faire face à cette problématique de comment est-ce qu'on va nourrir une population qui croît sans augmenter les problèmes qui sont posés par l'agriculture industrielle telle qu'elle est aujourd'hui. La balle est dans le camp du consommateur. Quels seront ses choix? Adopter les produits issus de la biotechnologie ou continuer à consommer des protéines animales, mais avec parcimonie? Donc on a besoin de manger une diversité d'aliments, mais sans excès, et en particulier sans excès de viande ou sans excès d'autre chose. Pour répondre aux défis de notre société d'aujourd'hui, nourrir 9 milliards d'individus, protéger l'environnement, respecter le bien-être animal, nos habitudes alimentaires doivent continuer à évoluer. C'est un mouvement inéluctable. L'homme doit modifier son alimentation en tirant parti des outils d'aujourd'hui, en respectant les traditions culinaires, avec le défi de construire un monde plus durable.